Mesdames et messieurs, bonjour, il est 15h, bienvenue dans cette nouvelle édition. Voici les principaux titres. Le Premier ministre a présidé aujourd'hui la cérémonie de célébration de la Journée internationale des droits de l'homme au Palais du Peuple. Et concernant le Brexit, Londres et Bruxelles se donnent jusqu'à dimanche pour arriver à un accord. Bonjour à tous. Sous le patronage du Premier ministre Abdelkader Kamel Mohamed, le ministre de la Justice, en collaboration avec la Commission nationale des droits de l'homme, a organisé ce matin au Palais du Peuple la Journée internationale des droits de l'homme avec cette année pour thème « Reconstruire en mieux défendant les droits de l'homme ». À son arrivée, le Premier ministre a été accueilli par le ministre de la Justice, le président de la Commission nationale des droits de l'homme et le procureur général. Cet événement a vu la participation de nombreux membres du gouvernement, parmi eux donc le ministre de la Justice, la coordinatrice du système des Nations Unies à Djibouti, les officiels nationaux et étrangers, les représentants du système des Nations Unies, les représentants des corps diplomatiques et les élèves du centre et des universités. Les élèves malentendants du centre de protection de l'enfant ont interprété avec brio l'hymne national, un moment émouvant pour tous les participants. Cette année, la célébration de la Journée internationale des droits de l'homme est marquée par la pandémie du Covid-19 qui a sévi dans le monde entier, mais grâce à la stratégie d'anticipation décrétée par le président de la République, Djibouti a pu contenir la pandémie et éviter ainsi une seconde vague. Mais il est primordial de savoir que sans revenir donc à la période avant la pandémie, il est toujours possible de construire un monde meilleur qui respecte les droits de l'homme sous toutes ses formes. C'est la raison pour laquelle a été décrété cette année 2020 le thème de reconstruire en mieux, défendant les droits des hommes. C'est un thème qui rappelle que l'humanité peut relever le défi et construire un monde plus résilient, durable et juste. Écoutons à présent l'intervention du président de la Commission nationale des droits de l'homme qui est intervenu donc à la tribune de cette journée. Un appui précieux et fort utile qui aide la CNDH à s'acquitter au mieux de son mandat de promotion et de protection des droits humains, tant au niveau national qu'international. Un appui appréciable qui traduit également l'attachement du président de la République, son Excellence M. Ismaïl Omar Guelleh, aux droits humains, à la démocratie et à l'état de droit. Pour cette année, le thème retenu est « Reconstruire en mieux, défendons les droits de l'homme ». Il s'agit là d'un slogan qui tombe à bien nommer après une crise mondiale très grave de pandémie Covid-19 qui a eu des impacts négatifs importants sur les populations au plan mondial, tant au niveau sanitaire que socio-économique. Les mesures de protection contre cette pandémie ont enfreint les droits humains à certains égards, comme la liberté de circuler, même la lutte contre les discriminations. Elles ont également accentué la pauvreté et les violences basées sur le genre. La Commission nationale des droits de l'homme rend un hommage particulier à son Excellence le Président de la République, M. Ismaïl Omar Guelleh, et à son gouvernement pour n'avoir pas décrété d'état d'urgence ou de couvre-feu dans notre pays, comme dans d'autres contrées dans le monde. En outre, le gouvernement de Djibouti a su prendre des mesures d'accompagnement qui ont atténué de manière significative les conséquences socio-économiques de cette pandémie. Parmi ces mesures, on doit souligner la grâce que le président de la République a accordée à près de 400 prisonniers. Cela a contribué à réduire de manière significative la proximité entre les détenus.
Et la coordinatrice résidente des Nations Unies, Barbara Mendy, a exprimé quant à elle sa satisfaction d'avoir assisté à cet événement qui est organisé à l'occasion de la journée des droits de l'homme qui revêt une grande importance, surtout en cette période de Covid-19. On l'écoute. Cette journée célébrée le 10 de chaque année sera observée dans une année particulièrement pleine de défis engendrés par la pandémie de Covid-19, avec son cortège d'impacts négatifs sur la santé, l'économie et la société dans son ensemble. À cette occasion, le haut-commissaire des Nations Unies pour les droits de l'homme, Madame Bachelet, m'a fait l'honneur de la représenter à cet événement et de prononcer son message préparé à cet effet. Je vous livre verbatim l'intégralité de ses propos. Cette année, la journée des droits de l'homme arrive à un moment que nous n'oublierons jamais. La Covid-19 nous a pris de court et a bouleversé notre monde. Une tragédie s'est vue d'une occasion extraordinaire de mieux reconstruire. Cette journée des droits de l'homme est un appel à l'action. Un appel pour nous toutes et tous à saisir cette occasion et à construire un monde que nous voulons. Pour cela, nous devons tirer des leçons de cette crise. 1. Mettre fin à toute discrimination. 2. Réduire les inégalités. 3. Encourager la participation, surtout des jeunes. 4. Renforcer notre volonté et nos efforts pour atteindre les objectifs du développement durable. Un programme concret pour les droits de l'homme universels. Et pour sa part, le ministre de la Justice, Ali Hassan Bahdoun, a souligné la nécessité de préserver les droits de l'homme sous toutes ses formes, surtout en cette période de crise sanitaire que le monde traverse, causée par le coronavirus, louant également les mesures nécessaires prises par le pays en travaillant en coopération avec toutes les parties prenantes. On écoute le ministre. Un honneur et un plaisir pour moi de célébrer avec les forces vives de la nation et les partenaires notre bien commun, à savoir le droit de l'homme. C'est un plaisir, en cette journée commémorative de l'adoption par l'Assemblée générale des Nations unies de la Déclaration universelle des droits de l'homme, le 10 décembre 1948. Rituel rappelant l'importance des droits de l'homme pour une humanité toujours en construction, c'est un exercice et surtout l'occasion pour la gouvernance mondiale de délivrer un message sur une thématique donnée pour garantir le respect des droits de l'homme et prévenir les violations qu'une situation particulière donnée pourrait aggraver. Le message ainsi retenu cette année, reconstruire en mieux, c'est le vœu de voir un monde meurtri par la pandémie du Covid-19 qui affectera principalement les plus faibles, de placer les droits de l'homme au cœur de la politique de relance. Les mesures coercitives que la pandémie contraignit les États à adopter ont transgressé les droits de l'homme, les libertés acquises de longue date au prix de souffrances diverses. Que le minimum, à savoir le retour au statu quo ante, ne peut être espéré qu'à la seule condition que l'ensemble des projets de reconstruction post-Covid concentrent un maximum d'efforts et de ressources à cet effet. Et la voie à suivre nous est indiquée par les actes de solidarité et de dévouement, de don de soi, dont firent preuve les femmes et les hommes au plus fort de la crise sanitaire. Et clôturant la série des interventions, le Premier ministre Abdelkader Kamel a à son tour encouragé le président de la CNDH et son équipe à poursuivre leur engagement à renforcer le respect des droits de l'homme sous toutes ses formes. Évidemment, et avec optimisme, nous pouvons rêver et construire un monde meilleur, respectueux des droits de l'homme, globalement et sous toutes ses formes. Le thème de cette année 2020, reconstruire en mieux, défendons les droits de l'homme, nous rappelle justement et avec force qu'à la sortie de cette pandémie de Covid-19, nous devons travailler ensemble et solidairement agir, car ainsi nous pouvons mieux nous relever, construire un monde plus résilient, durable et juste. Mesdames et messieurs, le développement durable, une société équilibrée qui inspire confiance et où chacun a sa place,
malgré les diversités, ne sont possibles que si les droits humains sont respectés à tout le niveau de l'organisation sociale. Le ministre de la Justice et le président du CNDH ont chacun dans son intervention mis en exergue son importance. Nous luttons pour entretenir ces valeurs intrinsèques à notre religion et notre culture ancestrale en combattant sans relâche l'intolérance, l'extrémisme de toute nature, religieuse, raciale, tribale, etc., propagés à travers des discours haineux relayés par les moyens de communication modernes. Contre ces fossoyeurs masqués, contre ces agissants sous couverture trompeuse qui se présentent comme des défenseurs des droits de l'homme et qui, en réalité, poursuivent d'autres objectifs inavoués, nous serons fermes et intransigeants. Notre pays a de tout temps et sans ambiguïté fait le choix irréversible de promouvoir et faire progresser les droits humains sur notre sol. L'éventail d'arsenal juridique existant tant de sources nationales que sous forme de conventions internationales ratifiées en témoigne largement. Djibouti symbolise un havre de paix où sont respectés les droits des prisonniers, des réfugiés, des migrants, des personnes vivant avec un handicap, des femmes et des enfants, et toute personne souffrant de stigmatisation, de discrimination ou de violence. C'est la volonté du chef de l'État et du gouvernement dans son ensemble, et il en sera toujours ainsi. Enfin, avant de conclure mon allocution, je voudrais, comme chaque année, encourager le président du CNDH et son équipe à poursuivre leur engagement à renforcer le respect des droits de l'homme sous toutes ses formes et d'y être singulièrement attentifs. Je voudrais également ici remercier tous ceux qui, d'une manière ou d'une autre, contribuent au quotidien à la promotion des droits de l'homme dans la paix et dans un esprit constructif, et m'adresse particulièrement aux jeunes citoyennes et citoyens héritiers de nos valeurs et avenir de notre pays. Dans l'actualité également, le ministre de l'Énergie, chargé des ressources naturelles, Younis Ali Guedi, a reçu dans son cabinet la représentante résidente du programme des Nations Unies pour le développement, Fatima El-Cher, accompagnée de sa conseillère technique en chef. Cette réunion fut l'occasion pour les deux hauts responsables de se concerter en vue de raffermir davantage les relations de travail privilégiées entre le ministère de l'Énergie et le PNUD, notamment au sujet des volets de projets énergétiques dans les portefeuilles que gère cette institution du système des Nations Unies, ainsi que les perspectives d'avenir. Le gouvernement de Djibouti est engagé à mettre à la disposition de la population une énergie durable. Dans le cadre du projet Initiative pour l'emploi, le ministère du Travail chargé de la réforme de l'administration a entamé aujourd'hui l'officialisation des engagements des consultations sectorielles à travers les signatures des protocoles d'accord avec les parties prenantes. Il s'agit du ministère de l'Équipement et des Transports. Les sociétés représentées par son secrétaire général s'est engagé donc à recruter 380 personnes qualifiées dans le département de l'équipement. Également dans l'actualité santé à présent, le secrétaire général du ministère de la Santé, Dr Salah Benoïta Tourab, a réceptionné un important lot de matériel de protection et d'équipement de surveillance médicale qui lui a été remis en main propre par l'ambassadeur américain André Larry. Il s'agit d'un don gracieusement offert d'une valeur de $50 000 octroyé par le peuple américain pour soutenir le peuple djiboutien engagé dans sa lutte contre la pandémie de la Covid-19. La cérémonie de réception s'est déroulée à la centrale d'achat de matériel et de médicaments essentiels, la CAM, en présence du directeur de la CAM et plusieurs cadres du ministère. À noter que cette précieuse donation permettra de garantir un environnement sécurisé aux personnels de santé qui sont en première ligne dans la riposte contre la Covid-19. Engagé à contribuer environ $5 millions pour soutenir la lutte de Djibouti contre la Covid-19 depuis le début de la pandémie. Cet appui vise à prévenir ou à atténuer
les souffrances humaines. Cette remise d'équipements aidera à protéger les agents de santé qui sont en première ligne dans toute la République de Djibouti. Ces équipements vont bénéficier à ces agents et leurs familles ainsi qu'aux résidents de Djibouti qui ont besoin de soins médicaux. Nous nous souvenons bien des inondations survenues un an auparavant qui ont entraîné une grave épidémie de maladies transmises par les moustiques. Nous nous efforçons tous de faire en sorte que le virus de la COVID-19 n'aggrave pas les effets néfastes d'autres maladies. Nous devons conjuguer nos efforts pour relever les défis sanitaires pesant sur nos communautés. Je suis ravi de me joindre à vous pour assister à cette importante remise de dons. Il est l'heure à présent de retrouver l'appel à prière de l'As. Nous nous retrouvons juste après ça. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
Voilà, donc c'était l'appel à prière d'Al-Ras. Nous retrouvons la suite de notre journal. Dans le cadre de la mise en œuvre du programme Zéro Bidonville à l'initiative du ministère du Logement, le directeur de l'agence de réhabilitation urbaine et du logement social, Abdelrahman Ali Ahmed, a procédé hier à la remise d'un premier lot de matériel roulant composé de 3 véhicules de terrain de type pick-up à la préfecture de Djibouti. Et cet important don de matériel rentre dans le cadre du renforcement de capacité de la préfecture de Djibouti qui participe aux côtés du ministère du Logement et de l'Arolos à la bonne mise en œuvre des activités du programme Zéro Bidonville. À l'issue de cette cérémonie, le directeur a remis les clés des véhicules au préfet de la ville de Djibouti, Ousmane Bile Guiré, qui a remercié le ministère du Logement et l'agence Arolos pour la remise de ce premier lot de véhicules qui appuiera la préfecture de Djibouti dans l'exécution de sa mission. De véhicules roulants à la préfecture de Djibouti afin de les appuyer, et ça rentre dans le cadre de renforcement de capacité des institutions clés qui travaillent dans la mise en œuvre du programme Zéro Bidonville. Donc ce premier lot de matériel roulant sera bien entendu suivi par un deuxième lot qui sera composé d'une tractopelle et d'un camion-ben, et ce premier lot va permettre à la préfecture de Djibouti de remplir leur mission dans le cadre de la mise en œuvre du programme Zéro Bidonville. Et dans le cadre de ces programmes et activités caritatives, le bureau régional de l'ONG Ar-Rahma International de l'État du Koweït à Djibouti a procédé hier à la distribution des allocations Kafala aux orphelins pour l'année 2020, dont 2000 orphelins donc, qui ont bénéficié de cette distribution, rappelant que l'islam accorde une grande attention à la prise en charge des orphelins. Les intervenants lors de cette cérémonie ont salué tous les efforts déployés par le gouvernement sous la direction du président de la République pour répondre aux besoins des orphelins dans divers domaines. Et le directeur régional de l'ONG Ar-Rahma, Abdelghani Ismaël Al-Qourachi, a noté dans son intervention que cette initiative s'inscrit dans le cadre des activités périodiques de son institution qui fournit toujours les aides nécessaires aux orphelins, car il s'agit, a-t-il dit, de l'un des segments les plus faibles de la société. Il a affirmé l'importance des efforts déployés par le président de la République pour soutenir les actions caritatives, notamment en faveur des orphelins. Le directeur régional a indiqué que ce soutien a permis à des organisations caritatives internationales à Djibouti de mettre en place des projets sanitaires, éducatifs, sociaux et de dotation qui ont contribué à l'avancement des conditions de vie des familles simples sur tout le territoire national. Et enfin, pour clore l'actualité nationale, dans le cadre de la lutte contre la contrebande sous toutes ses formes, le trafic de drogue, la police détachement d'Ali Sabié, en étroite collaboration avec la brigade de la douane d'Ali Sabié, a saisi une importante quantité de cannes de contrebande. Dans la soirée du 7 décembre dernier, au cours d'une patrouille au niveau de la frontière à Ali Sabié, le détachement de la police a mis la main sur un groupe de 13 individus portant des sacs remplis de marchandises de cannes de contrebande en provenance d'Éthiopie. Par la suite, des individus transportant la marchandise de contrebande ont été emmenés en poste de la police d'Ali Sabié pour une enquête. La marchandise saisie, donc composée de 1200 kilos, les contrebandiers voulaient donc acheminer cette marchandise en quantité vers la capitale. Et selon la procédure standard en vigueur, cette quantité a été détruite en présence donc des responsables de la brigade de la douane et détruite sur place en présence du chef de la brigade de la douane d'Ali Sabié, Mohamed Moumine. Et enfin, dans la journée, les contrebandiers ont été déférés au parquet de la justice pour répondre de leurs actes. Et de là, nous passons à l'actualité internationale concernant le Brexit. Le Premier ministre britannique Boris Johnson et la présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen ont décidé de se laisser jusqu'à dimanche pour prendre une décision ferme sur le sort des négociations post-Brexit à l'issue d'un dîner de plus de 3 heures à Bruxelles. C'est une énième date butoir dans ces négociations de l'accord post-Brexit. Plus personne à Bruxelles ne s'aventure à affirmer que ce sera la dernière. Le sommet européen
européen qui s'ouvre aujourd'hui avait été présenté comme l'ultime occasion pour les 27 de donner leur aval à un éventuel accord. Cette rencontre au sommet est intervenue à 3 semaines à peine de la rupture définitive entre Londres et l'Union européenne après des mois de pourparlers sans progrès et face à la menace accrue d'un échec aux lourdes conséquences économiques. L'objectif du rendez-vous à la veille d'un sommet européen à Bruxelles était de voir si les blocages les plus importants pouvaient être levés, mais pas de ficeler de manière définitive la négociation, avait souligné Bruxelles. Et enfin, des autorités américaines veulent forcer Facebook à vendre Instagram et WhatsApp. La Commission de la concurrence ainsi que 48 États et territoires américains s'en sont pris à Facebook dans 2 plaintes distinctes. Hier, ils demandent à la justice d'éventuellement forcer le groupe de Mark Zuckerberg d'accuser d'abus de position dominante à se séparer de certaines filiales. Mais selon les spécialistes, une telle issue est peu probable. Plusieurs autorités américaines ont accusé hier donc Facebook d'abuser de sa position dominante et de ses coffres bien remplis pour évincer la concurrence et ont demandé à la justice de forcer le groupe à se séparer d'Instagram et de WhatsApp. Les plaignants reprochent particulièrement à Facebook les rachats de l'application Instagram en 2012 pour $1 milliard et de la messagerie WhatsApp en 2014 pour $22 milliards. Mais ils s'en prennent aussi aux conditions imposées par Facebook aux développeurs de logiciels. Fin de ce journal, merci pour votre très aimable attention. Restez avec nous, le programme continue sur Télé Djibouti.